bonjour Clarence. Oui, bonjour Lélie. Très bien. Donc, je t'ai invité à cette rubrique Mbokwezi Bonello, qui est une nouvelle rubrique de Essibla. Et Mbokwezi Bonello, le but pour nous, c'est d'inviter des personnes que nous estimons, nous, être des modèles euh, dans la société, en tout cas. Et nous, en tout cas, nous avons estimé que tu fais partie des personnes qui peuvent être considérées comme un modèle pour la Merci, société, pour la jeunesse. Oui. Et merci. je pense que les gens comprendront à la fin de cette interview pourquoi je dis cela. Alors, je vais te présenter et tu me diras si j'ai oublié quelque chose. Donc, tu es né le 23 mai, tu es marié et mère d'un garçon. Tu es délégué à l'éducation nationale. Tu, es une, Je l'ai été. tu l'as été, tu l'as Oui, été. Et oui. tu es une citoyenne impliquée dans la vie sociale et politique, et ça, tu l'es toujours. Tu as milité aussi contre les injustices, et c'est ainsi euh, qu'on te connaît aussi à travers une action, en tout cas, des actions que tu as menées en tant que porte-parole du CAVAD. CAVAD, je rappelle, qui est le collectif d'action pour les victimes anonymes du Dakar. Ce résumé, je dis bien, c'est un résumé, décrit-il bien Clarence? Ben oui, c'est une partie de ma vie, effectivement, oui. Oui, c'est vraiment un résumé. C'est vraiment un résumé. Comment dire ça? Songo Kwesi Bonello, je souhaite que les personnes apprennent à mieux te connaître. Et donc ainsi, on va traverser un peu ta vie, ton parcours, enfin du moins à travers certaines questions qui toucheront à l'enfance, la famille, les rapports, la spiritualité, la culture et puis les hobbies notamment. Et Mhm. pour commencer, on va commencer par l'enfance, la famille. Et ma première question, c'est y a-t-il durant ton enfance des faits qui laisserait entrevoir ce que tu es aujourd'hui devenu? Et j'entends donc, est-ce que dans ton enfance, il y a des anecdotes qui voilà, montraient que cette petite Clarence, enfant, était déjà une battante, une guerrière? C'est vrai que j'ai toujours été une enfant plutôt battante, mais rien ne me prédisposait à ce que je suis devenue. Je veux dire, enfin, on n'aurait pas pu prévoir. On Mhm. savait que je ne me laissais pas faire, que j'avais mon petit franc-parler, mon père l'avait vu, mes grands-parents l'avaient vu, mais personnellement, je ne savais pas parce que je n'avais pas vraiment de projet. Je n'avais pas de projet. J'étais une enfant qui avait son petit caractère et ses convictions, mais bon, comme d'autres enfants, je veux dire. Mais là, non, ni personnellement, ni professionnellement, on aurait pu prédire de ma trajectoire. Alors, des fois, c'est les parents, la famille, des Oui, fois, tout à voilà, fait. on le dit, on te rappelle que, tiens, enfant, déjà, tu étais ainsi, tu étais comme Oui, ça. ça, oui, il y a un trait de caractère. On savait Mm. que j'étais contre l'injustice. Je râlais Ah, quand il y avait injustice. Ça, c'est clair, que ce soit contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Oui, j'osais parce que j'avais un père extrêmement présent, extrêmement, comment on dit ça, un père à qui on disait pas non. oui, J'étais la seule, j'étais l'une des seules à pouvoir dire non à mon père, à lui dire les choses comme je pensais. Et ça, c'est quelque chose effectivement que la famille me reconnaît. très bien, très bien. Et quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton enfance? Ah, mon meilleur souvenir, l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est mon grand-père paternel, qui était instituteur. Il était instituteur. Et c'est un homme qui aimait, parce que moi, je suis née en France, et quand il m'a vu arriver, il voulait voir un peu comment je fonctionnais, et il me faisait faire des dictées, des choses comme ça. Et je voyais
le bonheur dans ses yeux, le plaisir dans ses yeux de voir que je faisais des dictées. Bon, j'ai toujours eu un don pour le français, donc, mais il voyait, je ne faisais pas de fautes. Il était très content. Bon, il est vrai que les grands-parents en général sont fiers de leurs petits-enfants, mais lui, il était particulièrement content et du coup, il m'emmenait souvent dans son petit bureau parce qu'il avait un bureau attenante à sa maison et ça sentait l'école. Quand j'entrais dans son bureau, ça sentait l'école. Il y avait les livres, il y avait les cahiers, tout ça. Il m'asseyait, il me faisait faire la dictée. Évidemment, à la fin de la dictée, j'avais un petit cadeau quand même. Mais et puis, il parlait de beaucoup de choses, il racontait beaucoup de choses. C'est l'homme qui nous apprenait à nous tous, hein, parce que je n'étais pas la seule petite fille, mais il nous apprenait les choses de la vie, il nous faisait connaître des choses comme le tambour battant. Vous savez, au village, avant, on n'avait pas le télégraphe, on n'avait pas... Pour se passer des nouvelles de village à village, il y avait un petit tam-tam. Et lui savait taper ce tam-tam. Avec ce tam-tam, il réveillait les gens à 4 heures du matin pour aller à la prière. D'accord. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai de lui. Et chaque fois que j'entends des chansons, je pense à lui. Oui, lui, ouais. Et alors, est-ce que la politique, justement, est-ce que la politique faisait partie des discussions dans la famille, donc j'entends dans la famille de façon générale ou avec papa? Et si oui, qui parlait politique? Ah non, 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 la politique était tabou. C'était la période à Idjo. Sous Aïdjo, on ne parlait pas de politique, hein. Ça, c'était interdit. D'ailleurs, les gens s'espionnaient entre eux parce que c'était l'époque des maquisards, des résistants. On les appelait des maquisards. Alors, les résistants avaient beaucoup résisté à la force française. Je ne savais pas pourquoi on les poursuivait, mais personnellement, je me souviens du jour où on a exécuté l'un d'entre eux, je crois que c'était M. Wandje. Oui. Oui, je me souviens de ce jour parce que c'était un jour où les gens n'ont pas travaillé. On a demandé aux gens d'aller assister à l'exécution. J'étais petite, je me souviens de ça. Et je ne savais pas pourquoi. Et ce que je savais, il y avait un truc, il y avait un non-dit très lourd. On ne parlait pas de politique. On ne parlait, on disait rien. Et à l'époque, c'était l'époque de l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Après, le RDPC est arrivé. Mais c'était toujours pareil, hein, on ne parlait pas de politique, hein. C'est quelque chose qui m'est venu beaucoup plus tard, après ma majorité, hein. Ça a été, j'ai fait de la politique parce qu'un jour, j'ai été humiliée par une, comment on appelle ça, une fonctionnaire de la mairie de Marseille qui a déchiré mes papiers d'identité. Ce jour-là, j'ai été humiliée. J'étais tellement indignée, en colère. C'est ce jour-là que je suis rentrée en politique. Mais au Cameroun, non, jamais. Je ne me posais même pas la question, en fait. On était dans un truc dans lequel on ne se posait pas la question. Tout le monde y était, tout le monde avait sa carte de l'UNC, tout le monde avait sa carte du RDPC. Je n'ai pas connu le multipartisme. Alors justement, c'est donc une période voilà, des indépendances, tout ça. Et justement, est-ce qu'il y avait des proches dans la famille ou des parents, enfin des proches dans la famille qui militaient, qui étaient militants ou qui ont milité? Je sais par la famille qu'il y a eu, il y a eu, mais c'était du tabou. On n'en parlait pas parce qu'il ne fallait pas attirer l'attention, surtout ne rien dire. Je crois que ce sont des archives que nos parents ouvriront, devraient déjà même ouvrir pour qu'on sache qui célébrait dans nos familles. Mais on en a eu, mais on n'en parlait pas. Ce sont des gens dont on ne devait pas parler. Alors, tu as dit à l'instant ouvrir les dossiers pour savoir qui célébrait. Alors, ça m'emmène à la prochaine thématique, c'est le rapport à la spiritualité. En général, les Africains, dans leur ensemble, sont passés par la case baptême catholique ou autre. Oui. Et est-ce que, dans ton cas,
comment dire ça? Est-ce que c'est ton cas? Et dans l'absolu, quel est ton rapport à la religion? En fait, quand je suis née, nos religions traditionnelles étaient interdites. Mmh. Nos parents, au contact de la civilisation, Mmh. sont rentrés, soit ils étaient catholiques, soit ils étaient protestants, soit ils étaient témoins de Jéhovah. Après, les évangélistes sont arrivés. Toujours est-il que, au moment où moi je suis née, ma famille était plutôt partagée entre les protestants et les témoins de Jéhovah. Et personnellement, quand on est enfant, on ne vous demande pas, Bien on sûr. vous y met. Mmh. C'est à vous de voir après, je ne vous dis pas les dimanches où il fallait faire des kilomètres pour aller célébrer Mmh. et des prières, la Bible qu'on nous faisait lire. Moi, je connais la Bible par cœur. Je connais tout ce qui se passe, que c'était comme ça. En plus, nos familles, vous savez comment sont les Noirs. Quand ils se plongent dans la religion, alors c'est à fond. Hein. On savait, il fallait tout savoir, il fallait tout connaître et tout, et tout. Mais il est quand même arrivé un moment où je me suis posé des questions parce qu'il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours, mais il faut voir aussi le comportement des gens. Et j'ai très tôt commencé à me poser des questions sur la vérité. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça a duré, j'ai supporté la situation jusqu'à environ 15 ans, où j'ai dit carrément à mon père, et j'étais la seule d'ailleurs à lui dire, que je n'irai plus à l'église. Ça ne veut pas dire que je n'aimais Oui. pas les gens ou quoi que ce soit, mais que je n'admettais pas que dans la semaine, les mêmes qui sont anciens de l'Église, qui sont diacres, parce qu'ils ont plein de titres ronflants là-dedans. Dans la semaine, il faut voir comment ils se comportent. C'est une telle hypocrisie, une telle, je ne sais pas. J'ai dit non, moi je ne veux plus, je ne veux plus. Et il m'a laissé tranquille, aux grandes dames de tout le monde, parce que tout le monde pensait que non, il m'a laissé tranquille. Donc j'ai continué comme ça et j'ai cherché par moi-même et j'ai compris pourquoi ça ne me va pas. Je me suis désolidarisée de tout ça et je me sens très bien ainsi de ne pas avoir à aller célébrer quelqu'un, quelque chose en quoi je ne crois pas, qui ne me ressemble pas et qui laisse faire autant de mal dans le monde. Parce que quelles que soient les religions, on se demande pourquoi l'être suprême laisse faire ce qui se passe. On en revient à mon sentiment du refus de Le l'injustice. refus d'injustice. Ouais. Pourquoi il laisse faire ça? Puisque il est bonté, il est amour. Comment peut-il laisser assassiner des enfants, des gens qui n'ont rien fait, des peuples? Pourquoi? Au profit de gens qui font beaucoup de mal ou pas. Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils laissent perdurer des injustices et des maux sociétaux, des maux économiques? Je ne comprends pas. Mmh. Donc, tout ça a fait en sorte que je me suis éloignée des religions. Là. Je ne pratique pas. Je Mmh. ne dis pas qu'il n'y a pas de Dieu. Je pense qu'il y a des dieux, mais je reviens à mes dieux traditionnels. Je reviens aux dieux que nous avions avant, qui ne désignait pas des personnes ou une catégorie de personnes comme des ennemis. D'accord. On avait une autre façon de faire les choses, il y avait une autre harmonie, il y avait autre chose. Mmh. Est-ce que tu crois en la réincarnation? Ah oui, tout à fait. Moi, j'y crois d'autant plus que ça rentre dans les principes même de nos religions traditionnelles. On a toujours pensé qu'on était de passage là pour faire quelque chose et que si des choses étaient bien faites, on accédait à autre chose. Si c'était mal fait, on avait des possibilités de se rattraper. Donc, moi j'y crois vraiment. Oui. Préfères-tu lire ou regarder, un film? Alors, j'ai beaucoup lu avant que la télé n'arrive en Afrique. J'ai beaucoup lu et j'aimais la lecture dans la mesure où, avec la lecture, on s'évade. On
l'imagination est stimulée. On a d'autres sensations que quand on voit un film. Quand on voit un film, les films sont bien aussi. Des films peuvent même être éducatifs, mais le film, on est passif. On est passif, on ingurgite ce qu'on vous donne pendant un laps de temps et vous ne pouvez réfléchir qu'après, en fait. C'est après avoir vu, après vous vous êtes abreuvé, après avoir été inondé d'un certain nombre de choses que vous vous mettiez à réfléchir. Alors qu'avec la lecture, ce n'est pas du tout la même chose. On est beaucoup plus actif dans la lecture. Et quel type de livre ou film aimes-tu? Ce que j'aime, je ne peux pas dire j'aime si j'aime ça. Enfin bon, euh, je peux vous dire ce que je déteste. Je n'aime pas du tout les films d'horreur. D'accord. Je ne les supporte pas, je ne les regarde d'ailleurs pas. Tout simplement, ça me dépasse. Mais sinon, je suis très ouverte. Je ne me cantonne pas à un genre, non. Si quelque chose m'interpelle, j'ai la curiosité d'aller voir. Parfois, je suis déçue et parfois, je suis contente de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai vu. Et tu lis beaucoup plus. Tu vas Je lis beaucoup plus que voilà. je regarde de films, oui. Et quel livre y a-t-il un livre en fait qui t'a le plus marqué? Ah, le livre, ça, sans conteste. Et à l'époque, j'étais jeune fille. C'est Racine d'Alex Haley. J'ai ce livre qui m'a été offert par un ami à mon anniversaire. Je l'ai lu en une nuit. J'ai pleuré toute la nuit. Je n'arrivais pas à arrêter de lire ce livre jusqu'à la fin. Ça, c'est un livre qui m'a marqué et qui m'a euh, éveillé à beaucoup, qui m'a permis de me poser énormément de questions sur la vie. Parce qu'il y avait des choses que je n'aurais jamais imaginées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions grâce à ce livre. Alors, en film, j'ai deux films enfin, que j'aime beaucoup. J'ai vu la série, pas le film, la série Shaka Zulu. Alors, si je me souviens bien, euh, non, je n'ai plus le nom du réalisateur, mais c'était une série de 6 films Oui, je vois. avec, c'est intitulé Shaka Zulu. Hein. Mhm. Donc, c'est une épopée extraordinaire. Je l'ai vu, je l'ai revu de nombreuses fois. Et une saga de science-fiction, Star Wars. Là aussi, franchement, je me régale. C'est un monde tout à fait différent. Ce n'est pas historique comme Shaka Zulu, mais j'ai aimé la philosophie qui s'en dégageait, les choses qui étaient dites, tout. Donc voilà les deux films, parce que j'en ai deux que j'aime bien. Tout à fait. Et y a-t-il quels sont tes hobbies Alors, qu'est-ce en que je général? fais? Oui, Claire, quand elle veut bien, je jardine énormément. d'accord. Je jardine d'autant plus que maintenant, j'habite en zone rurale, dans un petit village. J'ai du terrain, donc. Et comme en France, on avait beaucoup de difficultés, on en a encore à se produire des produits africains. J'ai fait venir des graines du pays et je me suis amusée à acclimater. Et j'ai vu que ça marchait. Donc, je jardine. D'ailleurs, ça m'a permis de me rappeler des choses de mon enfance parce que pendant les vacances en Afrique, pendant les grandes vacances, on allait voir les grands-parents pour leur montrer les bulletins scolaires et tout. J'avais une grand-mère qui disait, ouais, ouais, c'est bien tout ce que tu fais là, c'est très bien. Mais ma fille, tu sais, tous ces diplômes, tu reviendras ici, tu reviendras toucher la terre. Il m'a fallu 50 ans pour toucher la terre et voir des plantes pousser. Je pense à elle tout le temps, les pieds dans la terre, à bêcher, à faire ceci, à faire cela, à cultiver son champ. Maintenant, je vois le plaisir qu'on a à mettre une graine, à voir pousser, à faire une récolte. Et vraiment, le jardiner est un grand plaisir pour moi. Oui. Alors, si tu ne devais avoir qu'un seul passe-temps, lequel serait-il? Ah, ça, je n'ai pas réfléchi à ça. Un seul passe-temps, je ne pense pas que je pourrais, parce que j'aime diversifier
j'aime diversifier ce que je fais. Je m'ennuierais vite à me cantonner à une chose. Et puis, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. J'ai la musique. La musique est super intéressante. Et comme je suis de ceux qui veulent se rappeler de ce qui se passe, je cherche beaucoup de musique d'avant. Et j'ai vu que sur Telegram, tu as créé oui, 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 oui. un groupe, justement. Oui, je me régale à retrouver les vieux artistes camerounais, les vieux artistes du Sénégal ou du Dahomey que la radio camerounaise passait à l'époque. Il y avait aussi des chansons et des rythmes français, évidemment. Mais tout ça, ça me rappelle notre temps, un autre temps qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Bon, alors autant les Français font un effort de conserver les créations, les œuvres de leurs artistes, autant en Afrique, je n'ai pas trop vu. Et j'ai un plaisir vraiment très, très, très important à retrouver ces sons, ces musiques, ces artistes, souvent oubliés d'ailleurs, d'avant. Et dès que j'en rencontre, je mets sur cette boucle-là. Voilà. Et tu n'as pas un artiste comment dire ça, ton artiste préféré? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a Ouh là particulièrement... là, là tu me poses une colle, parce qu'il y en a tellement qui ont du talent, écoute. Vraiment. Il y en a tellement qui ont du talent. Et je pense à cette dame, cette grande dame, Anne-Marie Zier. Elle était surnommée la Voix d'Or. Elle avait un tel talent, cette dame. Quand j'ai appris qu'elle est morte dans la misère, vraiment, mon cœur a saigné. Nous avons un autre talent, Manu Dibango, mais qu'on ne présente plus. Mais quand on connaît le Manu Dibango d'avant, il a fallu que les Blancs aiment un de ses morceaux pour qu'on reconnaisse le talent d'un saxophoniste tel que celui-là, qui était déjà un monument en Afrique centrale à l'époque. Parce que moi, j'ai retrouvé des morceaux de Manu Dibango qui ne sont jamais diffusés en Europe, que je connais parce qu'il est du Cameroun. Mais on voit déjà le talent de l'homme. Pourquoi faut-il que ce soit les étrangers qui qui décrètent que le type est bien, est bon, pour que nous, derrière, on s'engouffre, alors que son talent était déjà tellement évident. Oui, parce qu'il a contribué notamment à faire émerger beaucoup d'artistes. Mais il a beaucoup fait, cet homme, il a énormément fait, et ce qui est vraiment ennuyeux, c'est qu'on ne lui a pas rendu. On lui a pas, on l'a même, je pense même que on l'a empêché de faire énormément de choses parce qu'il avait, et je peux en témoigner, il avait essayé à plusieurs reprises de créer des studios, de créer, comment on appelle ça, des endroits de divertissement à Yaoundé et à Douala. Et je pense même, si je me souviens bien, qu'il a essayé de créer une sorte d'association pour aider justement les artistes. Parce que je ne sais, peut-être que ça existe aujourd'hui, mais à l'époque, les artistes n'étaient pas protégés, leurs œuvres n'étaient pas protégées, ils n'étaient pas rémunérés comme les gens le sont ici en Europe. Ils n'étaient pas protégés. Je sais qu'il a essayé de faire quelque chose dans cette direction-là et qu'il a rencontré énormément de problèmes. Donc, c'est vraiment un monsieur qui a fait beaucoup. Et bon, je ne sais pas, j'espère qu'un jour on lui rendra l'hommage auquel il a droit. Tout à fait. Tout à fait. Alors, au cours de ces dernières années, oui. Quel est le plus beau souvenir que tu as? Oh, plus beau, je ne sais pas. J'ai eu des beaux souvenirs. Le souvenir qui te... Et je dis au cours de ces dernières années parce que là, maintenant, on rentre dans une phase particulière. Donc, il y a vraiment de quoi trouver peut-être avant cette phase que nous passons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a avant, il y a quelque chose qui t'a... C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que il y a des choses tellement différentes dans des domaines tellement différents qui ont fait extrêmement plaisir.
dans la lutte associative, quel bonheur le jour où la duplicité, la méchanceté structurelle du rallye Dakar a été exposée. Ce n'est pas ma fierté, c'est juste que j'étais contente qu'enfin, même s'ils ne sont pas punis, il est établi. Il est établi que je ne mentais pas et que ces personnes sont bien, cette structure est bien celle que j'ai décrite et que j'ai dénoncée. Il y a ça. Il y a d'autres actions, d'autres fêtes qui m'ont fait plaisir aussi. Le jour où j'ai vu mon fils la première fois, c'était un grand bonheur. Ce sont des moments personnels qu'on ne peut pas décrire. Absolument. Il y a beaucoup de petites choses. Je ne vois pas quelque chose qui sera au-dessus du reste. Et peut-être que c'est à venir d'ailleurs. À venir, Je bien n'en sais entendu. rien. Mais de ce que j'ai vécu, je n'arrive pas à décréter que c'est celui-là Voilà. qui est mieux ou dont je peux être fière. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas encore... oui. Alors, le panafricanisme, je sais que c'est Oui. quelque chose Qui me parle. qui te parle. Le panafricanisme, en tant que mouvement, prône le retour en Afrique, on va dire Oui. schématisé comme ça. Oui. Selon toi, les Africains doivent-ils nécessairement bâtir, voire investir dans leur pays ou continent? Ben, C'est-à-dire que, j'entends par là, est-ce qu'il est forcément pour œuvrer pour le panafricanisme, est-ce qu'on est obligé d'être sur le continent ou dans un pays d'Afrique? à mon avis, à mon humble avis, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être sur le continent pour réussir. Mais il faut tout faire pour que le continent s'émancipe. Parce que le continent africain a énormément de talents, énormément de possibilités, énormément de ressources. Le continent africain a des fils et des filles qui veulent faire les choses. Encore faut-il qu'on les laisse gérer, préserver, protéger leur continent. Donc, au moment où l'actualité nous montre la limite d'un certain nombre de choses, il est bon que les fils et filles d'Afrique qui sont venus en Europe apprendre, si on peut dire ainsi, apprendre certaines choses, apprendre une partie des choses qui peuvent leur donner des possibilités. Il est clair que l'avantage est de revenir sur le continent, investir, mais en ayant chassé les prédateurs. Parce que sans un continent libre, des bases militaires étrangères, sans un continent qui ne bat pas sa propre monnaie, sans un continent qui ne soit pas soumis aux dictats sanitaires ou sociaux de l'étranger, tout ce qu'on rapportera ne servira à rien. Il est évident que les peuples, beaucoup de peuples, même les Européens aujourd'hui, les Européens d'avant, ils sont allés à l'étranger acquérir des savoirs, ils ont ramené chez eux pour faire grandir leur peuple, pour faire grandir leur nation. Donc, si des Africains sont aujourd'hui en Occident, en Asie ou ailleurs, c'est bien d'aller dans un pays donné, de voir un peu comment les gens font au niveau de la santé, au niveau de l'industrie, au niveau de ceci, au niveau de cela, au niveau culturel. Mais on revient chez soi et on adapte à soi. On ne prend pas bêtement ce qui vient de l'étranger. On voit ce qui est bien pour soi
Donc, on ramène ça à la maison et on en fait profiter son peuple, on en fait profiter sa nation. Moi, je crois que c'est comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas encore cela, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Alors, tu es une femme militante, combattante, et je voulais savoir, est-ce que pour toi, là je parle de l'Afrique, est-ce que la femme africaine, on lui donne beaucoup de place dans le cadre de l'action qu'on sait que les femmes pourraient porter en Afrique? Est-ce que tu estimes que la femme a pleinement sa place en Afrique pour pouvoir justement jouer le rôle qu'elle a joué? Mais la femme africaine a toujours été au centre. Quand on revoit nos civilisations anciennes, c'est pour ça que je dis il faut se rappeler de ce qu'on a été. La femme africaine a toujours été c'était la mère, c'était celle qui donnait à manger, c'était celle qui protégeait, c'était la première femme de tous, c'était la première. Et elle avait un pouvoir qui était incontesté. Et avec l'arrivée de l'étranger qui a imposé une autre manière de vivre une société, on a commencé à lui contester ce que Dieu lui Dieu, quand je dis Dieu, ce Oui, que on l'être s'entend. suprême lui a donné de fait. C'est elle qui donne la vie, c'est la femme qui donne la vie. Et en Afrique, la vie a toujours été au-dessus de tout. À la vie, en Afrique, donner la mort à quelqu'un est quelque chose de gravissime. Donner la vie à quelqu'un est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et ce n'est que la femme qui pouvait le faire. Et nos hommes le respectaient. Aujourd'hui, ils ne le respectent plus. La femme africaine a subi énormément par l'esclavage. Elle a vraiment été, je crois que c'est l'être qui a le plus été maltraité pendant l'esclavage. Il n'y a pas eu plus. Ensuite, avec l'occidentalisation et les normes européennes, on l'a ramenée, on a voulu la ramener à un niveau extrêmement bas, alors qu'elle est le centre. Elle est le centre de tout. Et les femmes africaines ont toujours été des mères, elles ont été des partenaires, elles n'étaient pas sous le joug de qui que ce soit. Nous avons connu des femmes africaines qui étaient des guerrières reconnues, qui ont souvent battu les armées étrangères et occidentales. Donc, aujourd'hui, les femmes africaines d'aujourd'hui qui ne savent pas ça et qui subissent le diktat du modernisme, de l'occidentalisation, ne se rendent même pas compte de la chosification qu'on leur impose. Quand certaines, beaucoup se réveillent, mais trop se laissent faire, trop se laissent chosifier, trop se laissent voler la dignité et la primauté qu'elles ont toujours eue. Donc, à ce niveau-là, nous avons un gros travail, nous les grands-mères, parce que je suis grand-mère, par exemple, pour dire à nos filles, pour leur les vraies choses, leur réapprendre à respecter leur corps, à retrouver leur dignité, à refuser ce qui ne leur ressemble pas, à ne pas suivre bêtement les exemples extérieurs qui ne leur correspondent pas et à refuser ceux qui ne les valorisent pas. Donc, c'est je peux dire, c'est une entreprise de taille, mais que nous devons mener nous-mêmes parce que personne ne le fera à notre place. C'est à nous de dire à nos filles, à nos sœurs, je parle à nos hommes, de dire à leurs femmes et à leur rendre la place qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'occuper, parce qu'elles ont toujours été le centre
Elles ont toujours été au centre des décisions. Elles ont toujours été au centre des transformations. Et personne ne pouvait mieux réfléchir pour la famille et la société qu'une femme parce qu'elle, elle donne la vie et qu'elle ne veut pas l'extinction de la race. Alors, quel est ton sentiment vis-à-vis du féminisme et surtout cette tendance en les jeunes ou pas, ou peu importe, aussi d'accoler au féminisme l'afroféminisme. Déjà, ton sentiment vis-à-vis du féminisme et cette volonté d'y coller afroféminisme. J'ai du mal avec le mot féminisme parce que moi, je l'ai rencontré ici avec les occidentales. Moi, je veux bien qu'on, dans toutes les traditions, le fait de vouloir l'égalité entre les deux entités premières de l'humanité, c'est normal. C'est anormal qu'une entité décide que l'autre est inférieure. Ça, c'est anormal. Qu'on se batte pour rétablir l'égalité, je suis d'accord. C'est élémentaire, c'est logique. Mais j'ai du mal avec le féminisme occidental dans la mesure où il est à géométrie variable. Et puis, il y a des moments où je ne comprends pas ce féminisme. Si donc on demande l'égalité entière, à part entière, de l'homme et de la femme, ce qui n'était pas un problème en Afrique, ça n'a jamais été un problème en Afrique. C'est devenu un problème après l'occidentalisation, après l'arrivée des autres. Mais entre nous, il n'y avait jamais eu de problème. On ne se demandait pas qui était supérieur à l'autre, puisque chacun avait sa raison d'être et chacun avait une fonction claire dans la société. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, ici, ils se battent. Mais quand ils se battent, je vois que les femmes blanches, excuse-moi de te le dire, se battent pour les femmes blanches, en fait. Elles ne se battent pas pour toutes les femmes, sauf certaines icônes qu'on choisit à certains moments donnés pour orienter une certaine politique ou pour avoir l'air bien. Ça m'ennuie. Si on défend les femmes, on doit défendre toutes les femmes. Je n'admets pas qu'une femme puisse voir exercer des violences sur une autre femme et se dire féministe. Non, tu ne l'es pas. Si tu es féministe, quelle que soit cette autre femme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, si tu es féministe, tu défends la femme, donc tu la défends. Je vais te donner un exemple qui me fait rire chaque fois, c'est que quand je les ai vus se déchaîner après Strauss-Kahn, qui a malheureusement pour eux montré au monde entier la façon dont certains hommes se comportent, mais combien de femmes noires l'ont subi sans que personne ne dise rien? Et encore, je crois que si le cas Strauss-Kahn a fait tant de bruit, c'est parce que c'était à l'étranger. En France, jamais ça ne se serait vu. Et pourtant, où sont ces féministes quand les femmes de ménage se font violer, battre, maltraiter dans les entreprises, partout où elles travaillent, partout. Il n'y a pas un endroit qui est indemne. Donc, venir me parler de féminisme, moi je veux bien. Dans l'absolu, c'est un combat noble. Je veux juste qu'il soit mené pour le bien de tous et pas seulement pour le bien de quelques-uns. Et qu'on ne demande pas, par exemple, à une certaine catégorie de venir soutenir un combat dont elles sont exclues de facto. Alors, afro-féminisme, c'est encore... Moi, ça me dépasse. Pourquoi afro? On est femme ou on ne l'est pas. Qu'on soit asiatique, qu'on soit noir, qu'on soit occidental, qu'on soit, je ne sais pas, on est une femme ou on ne l'est pas. Il n'y a pas un féminisme typique aux Asiatiques ou un féminisme typique aux Africaines. Non,
où il y a le féminisme, où il n'y en a pas. Absolument. Alors, s'il t'était donné la possibilité de choisir une époque dans laquelle vivre, laquelle choisirais-tu? En réfléchissant bien, moi, je crois que les années 60, moi, ça me va très bien. Les années 60, pourquoi? Parce que, avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'était encore le moment où tout était ouvert, tous les espoirs étaient permis. Il y avait certes déjà de la prédation, tout ce que vous voulez, mais les champs des possibles étaient encore ouverts. Aujourd'hui, les champs du possible sont extrêmement rétrécis. On est dans une sorte comment on appelle ça, d'entonnoir, où de plus en plus les libertés, les possibilités sont réduites. Donc, moi, les années 60 me paraissent, personnellement, moi, j'aurais bien aimé, si on me demandait de retourner, oui, 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 moi, je crois que oui. D'accord, d'accord. Et s'il t'était donné l'opportunité d'avoir un entretien avec un personnage historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Personnage historique, il y a quelqu'un que j'aime bien. Je vous ai parlé du film Shaka Zulu. J'aurais bien aimé discuter avec la mère de Shaka Nandi. Pourquoi? Parce que cette femme extrêmement ambitieuse. Parce qu'on l'a vu dans le film, c'est une femme qui a décidé qu'elle serait reine. J'aurais bien voulu discuter avec elle pour savoir pourquoi, quelle était la vision qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire de son peuple. Parce qu'en définitive, tout a été vicié par le fait que l'homme par qui elle devait régner n'a pas voulu d'elle. Et cette haine a engendré l'homme Shaka. Il est clair que quand on voit une facette de Shaka, elle en a fait un homme qui a regardé plus loin, qui a voulu réunir des peuples, qui a fait des armées extrêmement puissantes. D'ailleurs, il était redouté. Elle en a fait un homme extrêmement fort au niveau civilisationnel, au niveau un homme qui a su voir un empire. Mais elle en a aussi fait quelqu'un habité par une haine, par la frustration. Si j'avais pu parler avec elle, je lui aurais demandé si elle aurait pu faire autrement, quelle était sa vision de base, et si elle avait pu changer les choses, qu'est-ce qu'elle aurait fait? D'accord. Aimes-tu les voyages? Pardon? Aimes-tu voyager? Oui, 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 moi j'aime bien, mais de moins en moins. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a un pays, ou plutôt, est-ce qu'il y a un pays en particulier où tu aurais aimé vivre? Parmi tous Disons, ceux que tu as eu à visiter, j'entends. oui, évidemment, moi, c'est ma patrie, c'est mon pays natal, le Cameroun. Si je peux y rester, y retourner. Vous savez, quand je dis vous savez, non. Tu sais, euh, on peut plonger un bâton dans une rivière. Il ne deviendra jamais un poisson. C'est un sage africain qui l'a dit. J'ai beau être en Europe, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai épousé un Français, j'ai des enfants français, mais je ne serai jamais une habitante d'ici. Pas parce que je ne le veux pas, mais parce qu'on me le fera toujours savoir, on me le fera toujours remarquer. Quoi que je puisse faire, quoi que je puisse apporter à ce pays, ce n'est pas mon pays, ce sera toujours mon pays d'adoption. Mes ancêtres reposent au Cameroun. Ma vie, elle est là-bas. Dans l'idéal, je devrais reposer là-bas. Aujourd'hui, si je devais, malgré problèmes et tout, ce serait quand même le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres. Nous avons tous peur de quelque chose. Mhm. Euh, Quelle est ta plus grande peur?
Oh, alors, la peur, ça évolue avec l'âge. Quand on est enfant, on n'a pas peur des mêmes choses que quand on est adulte. Bien sûr. Moi, en tant qu'adulte, la peur que j'ai, mais une peur viscérale, c'est de voir revenir l'esclavage pur et dur. C'est abstrait, mais c'est concret en même temps. Absolument. Et quand je vois les informations, quand j'entends ce qui se passe, je vois ce qui se passe en Afrique, je vois ce qui se passe en Amérique, je vois ce qui se passe en Europe, en Asie. Quand je vois la convergence des prédations, il n'y a qu'une seule chose qui peut s'en suivre, c'est l'esclavage. Et un esclavage encore pire, si on peut dire quelque part, de ce que nous avons déjà connu. Ça, c'est l'une de mes plus grandes peurs. D'accord. Parmi les actions que tu as déjà réalisées, lesquelles laquelle ou lesquelles te rendent le plus fier? Fière, je ne peux pas dire fière. Heureuse, on va dire. Disons que c'est bien que ça se soit passé comme ça, parce qu'au moins, il y aura eu une avancée. Je vais te donner un exemple. C'est quand je me suis aperçue que des théâtres de Paris allaient chercher des bois, des arbres sacrés, des pygmées au Cameroun, pour faire des planches. Pour faire des planches. Donc, à l'époque, j'ai pu savoir que c'était la Caisse des dépôts qui était à l'origine de la chose. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur le directeur de la Caisse des dépôts. Et cet homme, paix à son âme, parce qu'il est décédé aujourd'hui, a eu cette action concrète de prendre en compte mes protestations, parce que je n'étais pas seule non plus, j'ai fait intervenir d'autres organisations. Il a pris en compte nos protestations et il a passé un traité avec le Cameroun pour qu'on ne touche plus cet arbre sacré qui était tout pour les pygmées. Ce n'est rien dans l'absolu, mais c'est une chose qui compte dans la mesure où ça a permis d'attirer l'attention de certaines personnes sur des égarements à éviter. Je ne vais pas en faire, comment on dit ça, un drapeau, non. C'est bien que ça se soit passé, et si c'est passé par moi, ben, tant mieux. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense que nous sommes beaucoup comme ça, à avoir fait des petites actions qu'on ne savait pas qu'elles allaient aboutir à quelque chose de concret. Mais si ce concret est là, c'est toujours quelque chose de pris. C'est une avancée dans la bonne direction. Tout à l'heure, tu as dit, alors tu as rappelé que tu es grand-mère, Oui. mais je t'assure, tu fais très jeune. Merci, mais ça, C'est sincère. ce sont mes parents. Moi, je n'ai aucun mérite là-dedans. Il faut les remercier. C'est eux qui m'ont transmis les gènes. Alors malgré ça, penses-tu avoir globalement atteint, alors individuellement, les objectifs que tu t'étais fixés dans ta vie? Alors, c'est là où je vais encore te dire quelque chose. C'est qu'en fait, pour te dire que j'ai atteint mes objectifs, encore eût-il fallu que je m'en sois fixé, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai vécu, je me suis laissée porter, en fait. Je me suis laissée porter jusqu'au moment où, comme par exemple en politique, je me suis retrouvée devant une personne qui m'a nié. Là, j'ai dit non. Quand je venais en France, je ne venais pas faire de la politique. Tout le temps où j'étais, je ne pensais pas faire de la politique. Et puis, d'ailleurs, j'ai vécu 10 ans avec mes papiers provisoires. J'ai eu la nationalité, bien que, ayant été née là, à ce moment-là, on m'a redemandé de faire des papiers pour être naturalisée. J'ai été naturalisée et puis cette femme me nie. Là, je me suis lancée en politique. Donc, je ne l'avais pas prévu. Et j'y suis encore. Absolument.
Est-ce que j'ai réalisé quelque chose? Il y a peut-être une chose que je fais découvrir à mes camarades en politique, c'est que nous ne sommes peut-être pas, nous les Noirs, ce qu'ils croient. Et que peut-être le noir de 1950 que le noir de 2021 n'est pas celui de 1950. Parce que partout où je suis passée, je leur ai appris que je n'étais pas une serpillière et que je n'étais pas un faire-valoir. Et que je pouvais peut-être penser en même temps à l'intérêt en tant que citoyenne française acquise, mais aussi en tant qu'originaire d'un pays d'Afrique francophone. Moi, je n'hésite pas à soulever les vrais problèmes et à dire les choses. Nous avons des débats houleux, mais des débats constructifs. Est-ce que ces débats vont être concrétisés? Je l'espère, mais au moins, quand je fais de la politique, je ne le fais pas pour avoir un poste, que d'ailleurs ils ne voudront pas me donner, parce qu'il faut bien dire les choses aussi. Certains Noirs croient qu'en faisant les paillassons, on va leur donner des places. Non, on ne vous donnera aucune place. On se sert de vous pour coller les affiches, on se sert de vous pour faire le nombre, on se sert de vous pour attirer les uns et les autres à voter. Mais il y a encore un carcan extrêmement pernicieux, extrêmement fort, qui empêche certaines personnes de mettre des Noirs et des Noirs venus d'Afrique dans des postes de décision, dans des postes de pouvoir. Alors, si vous avez la chance, comme il y en a eu, de plaire au maître, comme ça, il vous donne un poste de ministre, un poste de secrétaire d'État. C'est le fait du maître, c'est le fait du prince. Alors qu'à côté, vous avez beaucoup de Noirs, femmes et hommes qui sont des gens compétents dans leur domaine et à qui on ne donnera jamais l'opportunité d'exercer leurs compétences. Donc, pour ma part, dans la politique, j'apporte ce que je peux apporter en sachant que, quoi qu'on en dise, je ne suis pas chez moi. Mais si je peux faire en sorte que ceux qui sont dans l'autre continent, dans mon continent d'origine, vivent mieux, soient respectés et soient rétablis dans leurs droits légitimes, je fais ce qu'il faut faire. Mais je sais très bien que d'ailleurs, je ne le demande pas, je ne serai pas ministre ni quoi que ce soit dans ce pays. Alors, je vais t'inviter à un jeu. Oui, C'est le jeu des contraires. C'est-à-dire que oui, je vais te donner 6 mots. oui, Et le but, en fait, c'est que tu m'en donnes, selon toi, oui, le contraire. oui. Avec Là, explication ou sans explication? c'est comme tu souhaiteras, comme tu souhaiteras. Non, je Comme vais tu... répondre du tac au tac comme ça, parce que sinon, on est parti pour 3 heures. Parce Voilà, que la c'est-à-dire, question est quand même assez. c'est pas évident, c'est complexe. Oui, Mais voilà, mais c'est dans la spontanéité. Et si tu souhaites donner une explication, tu peux. ok, allons-y. La vie, Alors, la vie, oui, bon, la vie, le néant. la sagesse, La sagesse, je vais opposer la sagesse au savoir. la naissance, J'oppose la naissance à la mort. la réincarnation, Alors là, tu me poses une colle parce que pour moi, là, étant donné mes convictions spirituelles, si on peut dire religieuses, la, la réincarnation est un retour, une roue, un retour.
Et je n'arrive pas à trouver son contraire, quoi. Je n'arrive pas à trouver ça, sauf à tenir compte des religions qui ne m'intéressent pas, qui, eux, disent qu'il y a un enfer quelque part. Donc, s'il y a un enfer, il ne peut pas y avoir de réincarnation. S'il y a un enfer éternel, il ne peut pas y avoir de réincarnation. Mais comme je ne tiens pas compte de l'enfer éternel, je n'arrive pas à trouver une opposition à la réincarnation. Mais j'ai choisi des mots exprès, hein, volontairement, parce que je sais que c'est pas évident de trouver justement le contraire. C'est choisi volontairement. Le vent. Alors, le vent est un mouvement, pour moi, un mouvement, que ce soit un mouvement. Je pense que le contraire serait l'immobilisme ou l'immobilité. D'accord. Alors, est-ce que tu connais la mate? C'est une valeur de l'Égypte antique Oui. et j'ai demandé la mate. Ben, la maths, pour moi, je me la suis, je me la, il y a un mot pour dire ça, il m'échappe. Je me l'approprie dans la mesure où il y a de la justice dedans, il y a la rectitude, le fait d'être droit, le fait d'être juste, la moralité, la probité, l'harmonie. Donc, pour moi, le contraire, c'est ce que tu me demandes. Oui, tout Le à fait. contraire de la maths, ben, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est le désordre. C'est tout ce qui est anarchie spirituelle, sociale. C'est le chaos. D'accord. D'accord. De manière générale, Clarence, es-tu inquiète pour l'avenir de l'humanité? Alors, l'humanité, oui, oui et non. Oui, dans la mesure où, pour l'instant, une majorité ne voit son avenir que dans l'argent. Je résume ça vraiment dans l'argent. Et, et au nom de cet argent, trop de crimes sont commis. Est-ce que j'ai un petit espoir? Oui, parce que quelque part, le mal ne peut pas gagner. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le ressens ainsi. Le mal ne peut pas gagner. Donc, quelque part, nous aurons des éléments, des personnes qui vont renverser la situation pour retrouver la vraie valeur, les vraies valeurs. C'est-à-dire mettre la vie au-dessus des profits, de mettre la vie au-dessus des envies, au-dessus de l'accaparement anarchique et désordonné des biens matériels. À partir du moment où nous aurons, je suis persuadée que nous aurons des personnes, des hommes et des femmes de bonne volonté qui vont peut-être se sacrifier pour cela, mais qui vont remettre, qui trouveront la force, qui auront la possibilité de remettre de l'ordre dans ce déséquilibre de l'humanité. J'ai visé large en parlant de l'humanité. Et si je revenais à l'Afrique, oui. Que dirais-tu également? Eh ben, l'Afrique a cette chance de pouvoir aujourd'hui observer ce qui se passe en ayant le film des choses passées. J'explique. Aujourd'hui, il y a l'Afrique est devenue le continent de tous les combats, de toutes les envies. Les gens veulent s'approprier les matières premières et tout et tout. Et nous avons des Africains, soit qui dorment, ils ne croient, ils voient, ils sont spectateurs, ils ne prennent pas parti, soit qui sont partie prenante de ce déséquilibre et de cette prédation. J'appelle les Africains à se rappeler comment était l'Amérique avant l'arrivée des colons. Qui peuple l'Amérique du Nord aujourd'hui?
Est-ce qu'ils croient vraiment qu'en Amérique du Nord, il n'y avait personne? Où sont passés les peuples qui étaient là? Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus, ils les ont massacrés. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Des gens sont venus. Est-ce que l'Australie était vide? Non. Où sont les originaires, les autochtones de l'Australie? Je ne sais pas. Qui est là aujourd'hui? Qu'il continue à dormir. Il va arriver parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On raconte des histoires. On vous dit que tel peuple n'aime pas tel autre à cause d'une religion. Ce que moi, je me souviens, c'est qu'on a toujours vécu en bonne intelligence avec les musulmans. Plus d'un pays où j'avais des voisins musulmans et le jour du ramadan, le jour de la fête de la tabaski, c'est la tabaski, quand ils tuaient le mouton, on était sûr d'avoir un morceau du mouton. On n'avait aucun problème. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont décrété que telle partie peuplée de telle personne ayant telle obédience spirituelle ou religieuse s'opposerait ou doit s'opposer à tel autre. Or, dans un pays où vous avez et des musulmans, et des catholiques, et des témoins de Jéhovah, et des évangélistes, qui va s'opposer à qui? Et puis, ces religions sont venues comment on appelle ça, s'imposer à des religions qui existaient déjà avant. Ils ont tout détruit. Ils ont décrété que les bonnes religions, c'était l'islam et tout ce qui est chrétien. Attendez, on va où là? On était tranquille avant. Avec notre... ce n'était pas du monothéisme parce qu'on n'avait pas qu'un seul Dieu. Ou si on avait un seul Dieu, il y avait peut-être un Dieu suprême, mais il y avait plusieurs autres dieux. On avait d'autres choses. Et aujourd'hui, on était des frères, on vivait ensemble en bonne intelligence. Un étranger arrive et vous dit non, 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 vous n'êtes pas des frères, vous ne vous aimez pas, vous allez vous battre. Et pendant ce temps, il pille. Qu'on continue à rentrer dans ces paradigmes étrangers et totalement stupides, il va nous arriver ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique du Nord. Hein? Parce que là, en ce moment, je vois des peuples noirs qui se battent contre des peuples noirs, des tribus noires qui se battent contre des tribus noires, alors que tout ce qui les sépare est peut-être une rivière, c'est-à-dire qu'en fait, c'était la même tribu, c'était les mêmes nations, ils se battent armés par des gens qui n'attendent qu'ils s'entretuent bien pour piller leur sous-sol. Et les endocolons, je désigne par endocolons, ces noirs qui se croient blancs. Parce que d'ailleurs, il n'y a qu'eux à se croire blancs. Parce que les blancs les voient bien noirs. Ils se croient blancs. Ils aident les blancs à faire ça. Quand il faut qu'ils sachent que dès que tous les autres noirs seront morts, c'est eux qui vont passer à la casserole. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Hein? Donc, l'Afrique a une chose à faire, c'est de revenir à ses valeurs, d'arrêter de penser que l'aide viendra de l'extérieur. Il faut s'aider soi-même. Si tu ne t'aides pas, rien ne pourra se faire. Si tu ne fais pas confiance à ton frère, si tu ne comprends pas que pour résoudre des problèmes d'Africains, ce sont les Africains qui doivent les résoudre. Quelqu'un qui ne connaît pas ta manière de vivre, qui ne connaît pas tes paradigmes, qui n'a pas ta culture, qui n'a pas ta civilisation, ne peut pas régler ton problème parce qu'il n'a pas les bases. Il peut te donner quel conseil? Il ne peut pas te donner le conseil. Quand eux, ils font leurs choses, est-ce qu'ils appellent les Africains? Vous avez vu quelqu'un à l'Union européenne? Est-ce que quelqu'un est venu? Est-ce qu'un Africain est venu dire quelque chose quand ils ont construit l'Union européenne? Est-ce qu'il y a eu des Africains pour venir parler de l'euro? Personne. Ils n'ont pas demandé.
Ils ont fait leurs choses entre eux. Ils sont différents. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols, tout ce que vous voulez, ils se sont réunis. Ils ont dit, on a un problème, il nous faut une monnaie commune parce qu'il y a le dollar qui nous menace. Ils se sont entendus entre eux. Est-ce que vous avez vu un Africain là-bas dedans? Il n'y avait pas un Africain. Mais pour l'Afrique, ils sont là. Et le pire, ce n'est même pas qu'ils soient là. Parce qu'à la limite, le gars vient, il veut s'imposer. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des Africains qui leur disent, qu'est-ce que tu es venu chercher au fait, toi? En quoi ça te concerne? Rentre chez toi. Rentre chez toi. On règle notre problème, on a nos problèmes, on les règle. Maintenant, s'il faut négocier des accords avec vous, on les négocie. Et ça, c'est un langage que je porte lors de nos réunions politiques. On me dit, ouais, il y a la dette. Moi, je leur dis, non, l'Afrique ne vous doit rien. Je te l'assure, je le leur dis. C'est vous qui devez à l'Afrique. Il faut arrêter. Arrêtez vos aides. On va voir comment l'Afrique va mourir. Vous allez voir, elle se portera même mieux. On n'a pas besoin d'aide. Sachant en plus que c'est la main qui donne qui commande. Arrêtez d'aller demander de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas votre bien. Rappelons-nous l'histoire. Nous avons un passé extraordinaire avec la France, hein, qui dit qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, il faut en tenir compte dans nos relations avec. Nous sommes dans un monde globalisé. Je ne dis pas de mettre des barrières et des murailles. Non, ce n'est pas possible. Mais ayons un langage d'adulte, un langage de dignité, un langage clair et compréhensible pour tous. Hein? Parce qu'on dit, oui, ils sont incapables. Qui vous a dit qu'ils sont incapables de faire quelque chose? Laissez-les prouver. Et même s'ils sont incapables, où est le problème? J'ai demandé à certains dans les réunions, écoute, si toi tu trouves, moi je peux décréter que tu es incapable de gérer ta maison, vire-moi ton salaire et je vais te montrer ce que c'est que le CFA. Ah oui, là tu tangues déjà de penser que je te demande de me virer ton salaire et que c'est moi qui vais te dire comment tu dépenses ton argent. Il faut savoir dire les choses. Il faut avoir le courage de ses ambitions. Si on veut être libre, il faut demander, l'Afrique doit demander, même pas demander, elle doit prendre sa liberté, elle doit prendre ses décisions et puis dire aux autres, bon, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, on va négocier comme ça, puis c'est tout. Et chacun vit bien. Et on verra peut-être moins de jeunes qui vont venir mourir en Méditerranée. Et nous verrons moins de personnes en Europe qui vont se plaindre de l'immigration subsaharienne, de l'immigration africaine. Parce qu'un jeune homme qui peut faire sa vie chez lui en Afrique noire, il ne viendra pas en Europe. Il viendra peut-être se promener, peut-être, ce n'est même pas dit. Parce qu'il y a tellement d'autres pays d'Afrique à visiter, je veux dire. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que les Africains doivent prendre à bras le corps parce que c'est urgent. Il faut qu'ils prennent des décisions, qu'ils aient le courage de faire les choses parce que ce ne sont pas les étrangers qui vont prendre ces décisions à leur place. Et ce ne sont surtout pas les valets que les Occidentaux mettent à la tête de nos pays qui vont empêcher, qui vont aider à l'élévation de l'Afrique. Ça se saurait depuis 60 ans. J'ai peut-être un peu digressé, mais ça me venait au fur et à mesure. Bien sûr, bien sûr. Alors, étant jeune, j'ai toujours, quand j'ai découvert l'aliénation qu'on avait subie, j'ai voulu me battre contre cette aliénation-là. Et quand j'ai découvert ton combat, ce que tu as fait, notamment par rapport au Paris-Dakar, il y a une autre dimension que j'ai compris au-delà de se battre pour la conscientisation, comme on aime à dire, c'est se battre pour la justice. Et là, c'était autre chose. Quand j'ai vu le combat que tu as mené pour le Paris-Dakar, je me suis rendu compte que
il y avait autre chose, d'autres combats, et qui là, par contre, ne sont pas que, j'ai envie de dire, on peut lutter contre l'aliénation, c'est très théorique, mais se battre contre les injustices, c'est tout autre chose. Et pour ça, en tout cas, je te dis bravo, parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il faut rester modeste dans les combats que l'on mène dans la vie. Et à ce titre, c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter ici à Ngokwezi Bonelo, qui est justement, qui signifie modèle, exemple. Mais j'en suis honorée. Absolument, absolument. Et d'où Mais ma question, quel conseil donnerais-tu à la jeunesse? Alors, la jeunesse en général, mais particulièrement aussi à la jeunesse africaine. à la jeunesse en général, je vais leur dire, parce que c'est chaud pour tout le monde, il faut bien le dire, hein, il ne faut pas se laisser anéantir et se laisser tromper par les anciens colons ici et les anciens endocolons en Afrique. Il ne faut pas se laisser faire. Maintenant, ils ont tout. Ils ont Internet, ils peuvent se renseigner, ils peuvent faire tout un tas de choses, que ce soit ici ou là-bas. Ils ont tout pour savoir de quoi ils retournent, qu'ils se renseignent, qu'ils cherchent la vérité et qu'ils prennent des initiatives. À ceux de chez nous, je vais leur demander, de chez nous, d'Afrique, francophone surtout, je vais leur demander d'arrêter d'écouter des dogmes qui ne sont pas les leurs, d'arrêter de prendre des coutumes, des us qui ne sont pas les leurs. Il n'est pas mauvais de savoir ce qui se passe chez le voisin. C'est bon d'être au courant. Mais tout ce qui se passe chez le voisin n'est pas nécessairement bon pour soi. C'est à eux aujourd'hui de choisir, de prendre ce qu'il leur faut, sachant que la formation en Occident n'est pas le panacée. Nous avons certainement en Afrique des professeurs doués dans beaucoup de domaines qui peuvent les former professionnellement, spirituellement, économiquement. Il y a une autre façon de dire, philosophiquement. Ils ont ce qu'il faut sur leur continent. Le bonheur n'est pas forcément en Occident, d'autant plus que l'instruction, je parle bien de l'instruction, que l'Occident leur donne est faite pour faire d'eux des ouvriers de l'Occident. Tout est fait pour les apprentissages qu'on leur donne sont orientés pour faire d'eux des vaillants serviteurs de l'Occident. Donc, qu'ils apprennent à faire la part des choses. Je ne dis pas que tout ce qui leur est appris ici est mauvais. Je dis que quand ils apprennent, qu'ils voient, qu'ils aient la patience de chercher et de comprendre si cet apprentissage, si cette science en l'état est bonne pour eux et pour l'Afrique et pour leur nation, leur pays. Ce n'est qu'ainsi qu'ils vont pouvoir contourner les écueils, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Même dans ceux qui font même chez les professeurs, les gens qui donnent l'instruction ici, tous ne sont pas mauvais, tous ne sont pas racistes, mais il y a une politique qui indique ce qu'il faut apprendre à certains et ce qu'il ne faut pas leur apprendre. Donc, quand on est en 2021 et qu'on sait ce que c'est que le monde, qu'on a Internet, donc qu'on peut se renseigner, qu'on a les livres, qu'on a même parfois des films qui vous disent des choses, il est nécessaire de prendre sur soi
de faire la part des choses. Et au lieu de venir ici et de faire les écoles, oui, j'étais à Montpellier, j'étais à Lille, j'étais je ne sais où, et de revenir au pays et de ne rien faire de concret concernant la santé, concernant les infrastructures, c'est quand même anormal que depuis 60 ans, des pays aussi riches en minerais, en matières premières, il n'y ait pas d'électricité, il n'y ait pas l'eau courante. Mais nous devrions être tellement loin. Je ne parle pas de la santé. Que de médecins avons-nous? Nous avons des médecins extrêmement compétents qui sont même reconnus en Occident. Mais chez nous, il n'y a pas d'hôpitaux. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors que nous avons des ingénieurs, nous avons tous des architectes, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les matières premières même. On n'a pas besoin d'importer pour construire des hôpitaux. Et ça me dépasse. Tout cela parce qu'on regarde et on fait comme les vieux nous disent. On a toujours fait comme ça. On a toujours commandé comme ça. Non, ça ne va pas. On change. On change le paradigme. On change les choses. On fait autrement. On ne peut pas toujours suivre quelque chose qui ne marche pas. 60 ans, beaucoup de choses ont prouvé qu'elles ne marchaient pas. Et dans ces conditions-là, à nos jeunes de prendre la décision de virer, je dis le mot, de virer les incapables qui gouvernent. Parce qu'ils ne gouvernent pas, ils servent les prédateurs. Et parce qu'ils servent des prédateurs, nos enfants viennent mourir dans la Méditerranée. Non, nous avons ce qu'il faut. Il faut arrêter de suivre bêtement des dogmes, comment on appelle ça? Des choses qu'on vous force à faire alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Il faut arrêter, il faut dire non à ce qui ne fonctionne pas. Il faut avoir le courage de le faire. Moi, c'est tout ce que je peux dire à nos jeunes, hein, parce qu'eux, ils ont encore la force de le faire. Nous autres, il nous reste très peu de temps. On peut aider en donnant des conseils, mais nous ne sommes pas sur le terrain. Il est anormal, et ça, je suis désolée, je ne suis pas pour les manifestations, toute l'histoire, mais il est tout à fait anormal que des chefs d'État africains viennent se soigner en Europe. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait en 60 ans sur votre territoire pour qu'il n'y ait pas un hôpital de référence qui puisse vous soigner, vous? Alors, pour le moindre bobo, vous arrivez ici, ils ont un hôpital dédié, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est quand même anormal. Sans compter que leur hospitalisation est payée par ces pays francophones. C'est tout à fait indécent. Et ça, ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier. Même si ces hommes d'État vont me dire, oui, moi, je ne peux pas faire autrement. Les gars, ils me tiennent. OK, ils te tiennent. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'ils ne te tiennent plus? Qu'est-ce que tu fais pour mettre en place une relève qui ne sera pas tenue par ces gens-là? Une relève que ces gens-là ne pourront pas faire chanter. Qu'est-ce que tu fais? Il ne suffit pas de dire, je ne peux rien faire et j'ai les mains liées. Hein? Parce qu'il y a des contrats qu'on peut dénoncer malgré tout. Et puis basta, ça ne va pas, je passe un contrat avec toi, je vois que tu m'as trop volé, je déchire le contrat. S'il faut aller en justice, on va en justice. Mais j'arrête de te livrer les matières premières. J'arrête tout. Et quand en face, le mec voit qu'il ne peut plus mettre du carburant dans ses voitures ou faire voler ses avions, je peux t'assurer qu'on ne va pas au tribunal, on arrange le problème, on change le contrat. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de se libérer. Maintenant, on ne peut plus discuter, il faut avoir le courage de se libérer. Et ce sont nos jeunes qui vont le faire parce que malheureusement, il y a des gens de mon âge, il faut bien le reconnaître, malheureusement, qui servent trop des intérêts étrangers.
il faut avoir le courage de se libérer. Il faut avoir le courage de se libérer. Ça sera le mot de la fin. D'ailleurs, le combat est multiforme. Hein. Quand je parle de nos jeunes, le combat est multiforme. Il ne s'agit pas juste de dire aux gens de dégager. Il y a plusieurs manières de se battre pour regagner sa liberté. Parce que sa liberté, c'est sa dignité. Hein? Je le dis souvent à mes petits camarades ici. Rappelez-vous quand les nazis vous ont chauffé ici. Hein? Vous êtes entrés dans la résistance, non? Vos parents n'étaient pas dans la résistance? Ils étaient dans la résistance, pourquoi? Parce que la dignité, parce que la liberté n'a pas de prix. Alors souffrez que d'autres veuillent être libres et veuillent être souverains sur leur territoire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Clarence, pour ce temps que tu as bien voulu m'accorder. Écoute, c'est moi qui te remercie. Et franchement, c'est comme je te dis, je ne pensais pas être un Ngokwezi Bonelos. Vous m'avez honoré. Vous m'avez honoré, comme on dit au pays, quand les jeunes t'honorent, c'est que les anciens t'ont béni. Quelque part, vous venez de me donner une bénédiction et je vous remercie. Je vous remercie parce que ce n'est pas ici que j'aurais attendu une reconnaissance quelconque. Et la meilleure des reconnaissances est celle qui me vient de toi et, de tes frères et sœurs, des générations, de ta génération et des générations futures. Ça, c'est ce qui a du prix pour moi. Ce n'est pas leur télévision ou leur truc. Non, pour moi, ce n'est pas une reconnaissance. En tout cas, pour nous, on va dire pour la jeunesse, la bénédiction, c'est d'avoir l'opportunité et le temps, justement, de pouvoir poser des questions à nos aînés. Et souvent, les jeunes n'y pensent pas. On est là, on vit avec nos parents et puis on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps de questionner. Et c'est, voilà. Tu viens de le dire, tu viens de le dire. Parlez à vos parents, parlez avec vos parents. Oui, oui, c'est très, très important. Parce que quand ils sont partis, on a perdu énormément. Et il y a des parents dans les villages, nous avons des anciens qui ont la vraie sagesse, la vraie science, qu'ils ne demandent d'ailleurs qu'à transmettre. Hein. Il faut leur demander, ils vont vous dire, il faut leur parler, ils vont vous dire les choses. Et ils vont vous donner la base. Il faut retrouver nos bases, nos vraies valeurs. C'est eux qui les ont. Ce n'est pas les livres ou les films ou les telenovelas, c'est les séries plus ou moins graveleux qu'on nous envoie en Afrique. Hein. Non, il faut retrouver nos valeurs, nos vraies valeurs. À ce moment-là, on a des racines. Si on continue à penser que les vraies choses sont d'ailleurs, on est perdu, complètement perdu. Il faut retrouver nos racines. Même, il faut qu'on s'enrichisse peut-être d'autres choses, mais nos racines. Quand on a ces racines, on est solide. Et là, on peut réfléchir, on peut faire quelque chose. Quand on n'a pas de racines, la moindre bourrasque vous emmène et on se retrouve, on se demande où on est, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et ça, nos jeunes ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas. Il faut les ramener au village, qu'ils parlent aux anciens. Et c'est bien que tu sois là pour les aider à le faire. Il faut le leur dire tout le temps, tout le temps. Parlez avec vos parents, avec vos vieux parents, avec les oncles et tantes. Ils savent. D'ailleurs, tiens, je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup plu. Un cousin, il m'appelle. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été ensemble. On n'avait pas discuté. Il me dit, là, tu vois, je suis en train de faire l'arbre généalogique. Il est parti du grand-père dont je t'ai parlé au début. Mon Dieu, le travail qu'il a fait. Il a refait la généalogie, les oncles, les tantes, tout le monde, les enfants. On voit la famille.
Très important. Que tout Africain se mette à ça. Mhm. Il ne faut pas oublier. Les Européens n'oublient rien. Ils n'oublient rien. Ils ont les archives. Absolument. Quel est ce peuple qui ne veut pas avoir de mémoire? Il faut avoir de la mémoire. Il faut savoir se rappeler les choses. Le travail que ce jeune homme fait en ce moment, il est jeune homme, il est de ton âge, il est dantesque. Il est dantesque. Et grâce à lui, on retrouve des noms, on retrouve des souvenirs. Et ce sont aussi autant de choses qui feront que ma petite fille, bien qu'elle soit ici, elle pourra dire que ma grand-mère était de telle lignée. Si elle va en Afrique, elle pourra dire, voilà, j'ai des oncles là-bas, j'ai de la famille là-bas. Ça n'a pas de prix, ça. Ça coûte de parler aux anciens. Parce que ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a parlé à tout le monde. Il a appelé tout le monde. Moi, je lui ai dit, je suis mariée à tel, j'étais là, mon enfant, mes petits-enfants. Je lui ai donné les noms, tout le monde. Ça, c'est... Voilà. Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je t'en prie, Foulélé. Ça a été un grand moment pour moi aussi.